Il est arrivé un truc franchement spécial, étrange et bizarre par rapport au film d'aujourd'hui dont je m'apprête à vous parler. Ce film-là, c'est Gandahar de 1987 du légendaire maître de l'animation française, je crois qu'il est, René Laloux. Et quel est cet étrange phénomène spatio-temporel? Ben, je vais vous en parler un peu plus tard. C'est d'autant plus spécial que c'est directement lié au sujet du film, un truc par rapport au temps et à l'espace. Je vous en reparlerai tantôt, mais avant tout, bon, je remercie déjà au passage, je crois qu'il s'appelle Zidolorf, qui avait laissé un commentaire sur la chaîne, c'est ça, il y a une couple de jours. Et il était 11 heures le soir et je me demandais qu'est-ce que je pouvais bien regarder. Je me cherchais un film à regarder parmi les 300 films sur le disque dur de mon portable. Puis il mentionne comme ça dans le commentaire, notre ami, que je salue encore une fois, Gandhar, c'est super bon. Fait que je l'ai écouté, je l'avais jamais vu. Et c'est excellent. J'ai vraiment adoré ça. Fait que je vais commencer par vous dire les nombreuses qualités du film, son importance, là, sa place aussi dans l'horizon, si on veut, certainement de la carrière de Monsieur Laloux, là, c'est assez intéressant. Puis à la fin, je vais vous faire un petit topo extrêmement rapide pour vrai cette fois, là, de ce que je veux dire par mon entrée en matière mystérieuse sur le temps et l'espace, et l'individualisme et la technologie en plus, qui sont en vérité les thèmes du film. Mais n'anticipons pas. Alors, Planète Sauvage, pas Planète Sauvage, mais Gandahar. Qu'est-ce que c'est? Ben, comme je disais, c'est un film de 87, réalisé par René Laloux, avec des dessins ici de Philippe Cazat. Et c'est basé sur un roman de Jean-Pierre Andrevon, que je ne connaissais pas, qui a publié des tonnes de romans. Il a aussi publié sous des pseudonymes. Et celui-ci, le roman à l'origine qu'il a publié sous son propre nom, c'est Les Hommes-Machines contre Gandahar, publié chez De Noël en 69. Et c'est le premier d'une hexalogie, le premier de six. Je ne les ai pas lus, mais je serais curieux, je serais curieux. Bref, et qu'est-ce que ça raconte? Ben, on est sur la lointaine planète Trident et dans la contrée de Gandahar et plus spécifiquement dans sa capitale Jasper, quoi qu'on voit un peu le reste de la planète, etc. Et ben, c'est ça le monde idyllique de Gandahar qui est gouverné par la reine Ambisextra avec son conseil féminin et bref, le brave savant barbu dont j'oublie le nom, qui est le gars de la gang. Et bref, tout va bien dans cette terre idyllique où on vit en paix avec la nature, mais un mystérieux assaillant, un envahisseur maléfique se met à tout détruire sur son passage. Qui est-il? D'où vient-il? Que veut-il? Eh bien, ce sont de formidables robots d'un temps nouveau. Et on découvre, ben en fait, on va le découvrir en fur et à mesure d'où est-ce qu'ils viennent et puis qu'est-ce qu'ils veulent, parce que la reine Ambisextra envoie le courageux Sylvain, surnommé Syl, pour enquêter. Et en cours de route, il va se faire une copine. Il va aussi rencontrer les mutants, les étranges mutants, avec leur tout aussi étrange langue, d'où ils ont banni le temps présent. Ils parlent toujours au futur et au passé. Et les mutants, eh bien, ils ont fait ça parce qu'ils ont toute leur vie est gouvernée par une prophétie qui dit que dans le futur, Gandahar a été détruite, quelque chose comme ça, et 1000 ans dans le passé, Gandahar sera sauvé. Le temps, le futur, l'espace, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une seule manière de découvrir le mystérieux sens de cette prophétie et de bien d'autres mystères encore, une seule manière, comme toujours, de le découvrir, c'est d'écouter Gandahar. C'est très cool. Alors, je vais vous dire encore une fois une petite tranche de vie ici. Quand j'étais petit, j'avais vu à la télé La planète sauvage de René Laloux.
OK, et qui sont plus connus, film assez réputé là, chez les amateurs de genre. J'ai fait une vidéo sur ce film-là, et quand je l'ai réécouté, finalement, c'est absolument génial et transcendant. La planète sauvage, c'est un chef-d'œuvre. Et j'avais tellement été marqué par ça, par La planète sauvage, que j'avais cherché d'autres films de ce genre-là, en particulier d'autres films de René Laloux. Puis ça m'a pris assez longtemps à les écouter parce que quand j'ai fini par voir à quoi ça ressemblait, j'avais peur d'être déçu en vérité. Puis j'ai fini l'année passée par écouter Les Maîtres du Temps, dont j'ai parlé sur la chaîne, qui est très très bon, mais je mentirais si je disais que j'avais pas quand même été un petit peu déçu par l'intrigue parce que il y avait quand même un petit côté infantile, si on veut. Puis il y a des trucs que j'ai vraiment adoré dans le film, puis il y a des trucs qui sont carrément géniaux. Il y a une séquence de 10 minutes en particulier avec des hommes volants dans Les Maîtres du Temps. Dans les thématiques, cette partie-là, c'est une question d'individualité, encore une fois, donc c'est vraiment lié aux thématiques du film d'aujourd'hui. Bref, cette séquence-là est super bonne, puis il y a beaucoup de trucs qui sont super cool, mais j'avais moins embarqué, j'avais moins été complètement captivé que par La planète sauvage. Alors, Gandahar, bon, j'avais vu les bandes annonces en 87 quand le film est sorti. J'avais vu ça à la télé à l'époque, la télé payante. Et je l'avais jamais écouté parce que j'avais vraiment peur d'être déçu finalement. Puis, pourquoi cette longue entrée en matière? Parce que j'ai pas été déçu. Est-ce que c'est aussi bon que La planète sauvage? Disons que je pense que c'est vraiment... c'est différent, mais puis il y a un aspect du côté surréaliste qui est un petit peu moins présent sur certains aspects, mais ça... tu sais, il fait son propre truc. Disons que c'est un très noble successeur. Il mérite amplement sa place dans le panthéon des films de Laloux. Puis on peut dire qu'avec ce film-là, c'est le dernier volet d'une trilogie spirituelle, si on veut, philosophique et spirituelle, certainement philosophique. Puis je pense qu'en vérité, il a entièrement réussi. Le troisième, Gandahar, honnêtement, c'est excellent. Et pourquoi c'est excellent? Ben, commençons par le visuel. Parce qu'évidemment, quand on regarde un film de René Laloux, ben justement, si vous avez vu La planète sauvage, ben, vous vous souviendrez de ces créatures ultra surréalistes, de ces environnements extraterrestres débordants d'imagination et de créativité. Voilà, vraiment saisissant. Là. Beaucoup de trucs hyper saisissants, puis de races végétales très, très, très étranges, mais qui ont l'air d'avoir leur propre logique, bon, etc., etc. Puis de culture, puis d'architecture, etc., hyper extraterrestre, mais très naturel en même temps, qui paraît naturel au personnage, puis qui a un côté très réel à ce niveau-là. Donc le mélange de réalité quotidienne, puis d'hyper créativité surréaliste d'une autre planète. Bon, essentiellement ça. Ben on a ça là-dedans. C'est ça qu'on a. C'est un petit peu ce que je trouvais. On a ça aussi dans Les Maîtres du Temps, puis j'avais fait une vidéo là-dessus aussi, Maîtres du Temps, j'avais aimé ça. Puis il y avait ces côtés-là, mais il l'a plus dans Gandahar, j'ai trouvé. Vraiment le côté, même si une grosse partie de l'intrigue des Maîtres du Temps concerne la planète extraterrestre, avec son écosystème étrange, etc., je pense que on a un peu l'aboutissement de cette thématique de cette thématique-là dans Gandahar. Donc, tout ça pour dire que déjà en partant, le style d'animation de René Laloux est extrêmement efficace. Donc, c'est la manière dont il anime les dessins. On reconnaît la griffe Laloux. Puis, c'est rempli de ces paysages étranges et de ces créatures qui le sont tout autant. Fait que l'effet captivant que j'avais eu quand j'avais 5 ans, je l'ai essentiellement là-dedans. Là, il y a une différence au niveau de la musique, là, parce que la musique dans Planète Sauvage, c'est un genre de truc très, très années 70, on va dire. Là, en fait, j'avais mentionné dans ma vidéo sur Planète Sauvage que ça me faisait carrément penser à la trame sonore d'Histoire d'eau. Je me rappelle pas si c'est le même gars. J'avais vérifié à l'époque, puis je me rappelle juste pas si c'est lui ou un autre, là, mais c'est ce genre
ce genre de... Non, je pense que non. C'est Pierre Bachelet, je pense, qui a fait Histoire d'eau, puis c'est Alain Goringuet, ou quelque chose comme ça, qui a fait Planète sauvage. Dans mon souvenir, c'est ça. Mais c'est les mêmes genres de saveurs très... bon, très... Il y a beaucoup de phaser, puis de flanger, puis de genres d'affaires comme ça, là, électronico, érotico Pink Floyd, si on veut. Fait que ça, évidemment, ça contribue énormément à l'effet hypnotique de Planète sauvage. Puis ici, la principale différence, honnêtement, c'est presque ça, parce que, bon, puis dans Maître du temps, c'est le principal écueil qu'il y avait. S'il y en avait un, c'était peut-être ça. La musique faisait plus pop années 80, là, pop française, années 80 en particulier. Mais ici, moi, j'ai bien aimé la musique, en fait. Fait qu'elle n'est pas aussi captivante que dans Planète sauvage, où cette musique-là joue un énorme rôle, enrichit vraiment les images déjà majestueuses de M. Laloux. Mais ici, la musique, elle a quelque chose, un mélange de musique plus ou moins instrumentale, orchestrale, si on veut. Mais elle a un mélange de saveurs, mais elle a, moi, j'ai trouvé beaucoup de ressemblances avec Liquid Sky, autre film dont j'ai parlé sur la chaîne, qui est un film avec des punks. C'est un autre genre complètement. Là. Un film sur la contre-culture new-yorkaise, mélangé avec des extraterrestres là, qui se nourrissent des orgasmes des junkies au moment de le puis qui butent, un genre de vampire de l'espace. C'était vraiment un truc assez curieux, avec une musique vraiment bizarre. Là. New Wave, mais très, 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 très bizarre, la musique de Liquid Sky. Puis il y a des éléments de la musique de Gandahar qui m'ont fait penser, là, vraiment sérieusement, c'est ça, à Liquid Sky. Puis ça, c'est une bonne chose. Ça marche très, très bien. C'est pas toute la musique qui a cet effet là, très, très saisissant, là, que je peux pas vraiment vous chanter là. C'est un mélange de rythmique puis de timbre sonore. Mais c'est pour dire que là-dedans, la musique est pas tout à fait aussi immortelle que celle de Planète sauvage, mais elle marche très très bien. Puis ça renforce vraiment, donc c'est ça, l'animation déjà génialissime de René Laloux, puis ses décors, puis c'est ça, la géographie, l'architecture, etc. Bon, fait que ça marche très très fort. Puis j'ai parlé, donc toujours dans le visuel, bon, un mot rapide pour dire qu'il y a quand même pas mal de scènes d'action dans Gandahar qui marchent très très bien. C'est pas tout le monde qui est bon pour les films, pour réaliser des scènes d'action animées ou pas. Puis j'ai été en fait impressionné par la maestria de M. Laloux pour les scènes d'action. J'aurais pas dû parce qu'il y en a dans tous ses films, dans les deux autres que j'ai mentionnés. Puis ils sont très très bonnes là-dedans aussi. Puis, mais là-dedans, elle marche très fort. Il y a des scènes de combat contre des robots, une armée de robots qui jouent un rôle central dans l'intrigue. Puis il y a aussi un bout que j'ai vraiment adoré dans Gandahar, où nos robots se battent contre un kaiju, en fait, contre un gros lézard géant. Pis c'est cool, ok? Si tu regardes un film d'animation français ou de René Laloux de 1987 avec ta musique de style Liquid Sky en arrière, puis que tu vois une armée de robots qui se bat contre un genre de gros Godzilla, vous me direz pas que vous trouvez pas ça cool, ok? C'est super bon, ça marche hyper bien. Puis en plus, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je vais peut-être en reparler tantôt parce que, en fait, parlons-en maintenant. L'univers qui est mis en scène est intéressant non seulement au niveau visuel, mais aussi, on va dire, au niveau conceptuel et philosophique. Je vais quand même dire avant de mentionner ça, parce que là, je m'apprête à sortir du cadre strictement visuel, puis je m'en voudrais amèrement de ne pas dire un mot rapide sur M. Philippe Gaza, dont j'ai mentionné qu'il a fait les dessins. Casa, pas Gaza, Casa. Dans La planète sauvage, René Laloux c'est toujours associé, en tout cas dans ses 3 longs métrages là, principaux, c'est toujours associé à des dessinateurs de très haut niveau. Puis, il a judicieusement choisi de trouver le meilleur dessinateur qu'il pouvait trouver. Puis, toujours des gens qui ont une griffe visuelle, une identité visuelle vraiment prononcée et marquée. Puis ça, c'est intéressant parce que le thème fondamental de l'œuvre de M. Laloux, c'est l'individualité, en vérité. C'est de ça dont on va reparler à la fin de la vidéo.
Puis, j'y avais pas pensé avant maintenant, mais qu'il en soit conscient ou pas, c'est pas pour rien, je pense, il trouve systématiquement des dessinateurs qui sont aussi, qui ont une marque aussi individuelle, qui ont un travail qui est, dont l'expression visuelle de ces dessinateurs-là est aussi empreinte de leur individualité, finalement. Donc, dans le premier cas, dans le premier film, La Planète Sauvage, on avait des dessins de Roland Topor, donc un grand artiste surréaliste là, de la deuxième moitié du 20e siècle. Dans les maîtres du temps, c'était carrément Moebius, là, le grand Moebius, que vous connaissez tous. Et ici, ben, c'est Philippe Cazat. Et quand j'ai vu le nom de M. Cazat, je me suis dit, au générique, moi je le connaissais pas, je ne l'ai pas reconnu. Fait que je me suis dit, bon, il n'a pas trouvé d'autres dessinateurs aussi connus. Peut-être que Bilal n'était pas encore assez célèbre pour qu'il lui demande de travailler avec lui. Il n'y en a pas eu de collaboration, à ma connaissance, entre Lalo et Bilal. Ça aurait tellement été cool. C'est parce que c'est le genre d'artiste avec qui il travaille en général. C'est ce niveau-là. Ça fait qu'on ne peut que rêver de cette œuvre imaginaire. Voilà. Ça aurait été cool, Bilal Lalo. On l'a pas eu celui-là, à ma connaissance, peut-être en court-métrage, vous me le direz. Mais ce qu'on a eu à la place, c'est M. Cazat, puis ce que je savais pas avant de vérifier tout à l'heure, c'est que M. Cazat, c'est un dessinateur qui a une énorme carrière de plusieurs décennies, et il était très très connu, et il a fait entre autres plusieurs bandes dessinées. Il a travaillé pour Métal Hurlant, puis ça paraît, le film Gandahar fait énormament penser aux bandes dessinées de Métal Hurlant. On pense tout de suite à ça, en vérité, la revue, le Métal Hurlant. Mais c'est aussi quelqu'un, M. Cazat, qui a fait beaucoup de couvertures pour la série, la collection J'ai lu science-fiction. Puis là, j'ai fait, ah oui, ok. C'est pour ça que René Laloux a demandé à ce gars-là. Parce que c'est un des gars des collections de science-fiction, la collection J'ai lu science-fiction, qui est dans le monde français, certainement pour moi, le monde francophone, possiblement le vecteur d'illustration de science-fiction, si vous voulez, le plus influent de toute la francophonie amatrice de science-fiction du 20e siècle. Là. La couverture du Bic ou la couverture de... C'est ça, les robots, etc. Là, je veux dire, ça a vraiment marqué certainement mon imaginaire à moi. Puis, c'est ça, si vous parlez à des amateurs de science-fiction qui ont lu des bouquins, des lecteurs de science-fiction dans le monde francophone, les pochettes de J'ai lu en général, ils s'en souviennent. Ils sont extrêmement réussis et efficaces. Puis, justement, M. Cazat, il a illustré, entre autres, il y a plusieurs éditions, il y a plusieurs versions des couvertures, puis lui a travaillé en particulier genre dans les années 80, essentiellement. Dans les dernières années là, des éditions J'ai lu, première version, si on veut, là, parce que je pense qu'il arrête puis il recommence à un moment donné. Là. Ils en font encore aujourd'hui, mais c'est un petit peu différent. Bref, dans les dernières années là, de la grande collection J'ai lu, c'était dans ce temps-là, là, quand ils ont chanté. Peu importe, vous reconnaîtrez, là, c'est quand les livres étaient violets plutôt que peu importe. Ceux qui savent. OK, bon. Donc, fait qu'il a fait des couvertures des robots de Asimov, de plusieurs autres titres aussi, des bouquins de fantasy, toujours chez J'ai lu. Ça fait que vraiment très, très cool. Puis, j'ai en plus appris qu'il a fait des illustrations pour des jeux de rôle dans les années 80, par exemple Simulacre, auquel je n'ai jamais joué, mais qui a l'air très cool. Et aussi L'Appel de Cthulhu. Ça, j'ai joué, par exemple, plus qu'une fois. Puis, je l'ai reconnu, son illustration. Je vais sûrement la mettre à ce moment-ci à l'écran, parce que je l'ai téléchargé tantôt pour la mettre dans la vidéo. Fait que c'est ça. Monsieur Cazat, c'est un illustrateur de L'Appel de Cthulhu, puis un illustrateur de Métal Hurlant, puis un illustrateur des couvertures de J'ai lu. Un des meilleurs. Fait que c'est pour ça que René Laloux a pris ce gars-là. Puis ça paraît, puis quand tu sais ça, tu sais exactement à ça que le film ressemble visuellement. C'est comme voir une longue animation basée sur les couvertures des romans J'ai lu. Ça fait que c'est cool, là, soyons sérieux, c'est cool, pas à peu près. Bon.
Puis, mais ça nous amène. Ce qui est d'autant plus cool, c'est qu'il y a un propos philosophique, là, si on veut, philosophique, esthétique, philosophique et ouais, politique, principalement philosophique. Et son approche visuelle, ça est à M. Leloup, est au service finalement de ce propos-là, puisqu'il est clairement une préoccupation qui l'habite depuis très longtemps, parce que avec le recul, tu peux voir que c'est ça qui s'exprime dans les trois films, en gros. Donc, mais avant d'aborder ça rapidement, ben c'est ça. Alors, univers, oui, c'est ça. Une des manières que ça s'exprime, en quelque part, c'est bon, l'univers naturel, extravagant, surréaliste dont j'ai parlé. Puis, ce qui est très, très cool, entre autres, c'est que il y a une dimension culturelle à ça. Puis, le film, fondamentalement, met en scène une opposition entre les machines, donc c'est l'envahisseur, je vous vends le punch, là, on l'apprend assez vite, là, les envahisseurs, c'est des robots. Mais il y a quand même des nuances dont je parlerai peut-être tantôt, là, mais quand on voit le méchant la première fois, c'est une armée de robots. Qui est derrière cette armée, ça c'est une autre histoire. Mais ces robots-là sont en train de détruire une civilisation qui est entièrement basée sur, d'une part, une saine relation avec la nature, puis d'autre part, l'individualité. Pas l'individualisme, mais l'individualité. La nuance, on en parlera tantôt. Fait grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que il y a des détails, par exemple, je vais juste mentionner celui-là, mais c'est mur à mur rempli de trucs comme ça. Des détails sur la culture de cette civilisation-là. Puis, comme par exemple, leurs armes, parce qu'ils vont à la guerre, ils décident, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils vont devoir se battre, alors ils ont une armée, nos genres de hippies de l'espace, notre matriarcat, c'en est un, notre matriarcat symbiotico-naturel, bien, ils ont une technologie à l'avenant, et ben, c'est ça, leurs bombes, puis leurs munitions, etc., etc., ce sont des plantes, en fait. Leurs armes, ce sont des plantes et des animaux. C'est extrêmement astucieux ce qu'il a fait avec ça. Donc c'est ça, par exemple, c'est une graine, en gros, militaire, là, tombe, et il y a des ronces qui se mettent à pousser très rapidement, puis bon, etc., etc. C'est ce genre de truc-là. Il y a des animaux, des genres d'étranges, c'est ça, là, souris de l'espace, là, si on veut, qui se mettent à semer derrière elle d'autres trucs biologicaux bizarres, puis c'est ça. Donc, il y a une scène de bataille comme ça, entre autres, où est-ce qu'on voit donc la technologie militaire de cette race pro-nature-là, puis ça marche vraiment hyper fort, c'est super créatif. Encore une fois, ça a rapproché pas mal, en fait, le genre de scène de génocide dans la planète sauvage, là, quand les géants, les drags, je pense qu'ils s'appellent, décident qu'ils vont éliminer les hommes, OMS, les mini-humains. Ben c'est ça, il y a un peu le même genre d'effet, le même genre de technologie un peu bizarre, mais ici c'est encore plus clairement exprimé là, que ça découle de leur amour de la nature. Puis, ben c'est ça, il y a une citation, là, ouais, la reine, au début, dit c'est l'orgueil de notre civilisation de préférer les oiseaux aux machines. Puis ce thème-là, ben c'est ça, ça illustre assez bien l'approche philosophique, si on veut, le point de vue qui est développé dans tout le film, avec ils ont les oiseaux miroirs qu'ils appellent, qui leur servent d'espions, puis c'est vraiment, c'est ça, c'est rempli de trucs comme ça, c'est hyper, hyper, hyper cool, ça marche super bien. J'ai mentionné le côté matriarcat, il insiste pas hyper lourd là-dessus, mais c'est là, puis c'est intéressant, puis en même temps, il y a un gars, tu sais, je veux dire, parce qu'il nous donne à peu près aucun détail sur le fonctionnement de cette société matriarcale-là. Il est clair que c'en est une, mais bon, ils ont une reine, ok, puis il y a le conseiller qui est un vieux monsieur, un vieux sage, puis ben, il nous laisse deviner en vérité c'est quoi les nuances de cette société-là, puis comment ça fonctionne réellement, mais
Ils nous disent quasiment rien sur l'organisation politique en tant que telle, mais il y a beaucoup de... Ça, il y a juste assez de tout petits indices pour nous faire, d'une part, rêver à ce à quoi ça peut être, puis d'autre part, à nous faire comprendre à peu près, vaguement, comment ça marche avec les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs que ça peut impliquer, entre autres sous la forme des mutants. Puis là, j'achève les qualités du film, après ça, je vais faire ma petite réflexion, mais très rapide. Et, fait que voilà, donc les mutants. Ben, c'est ça, notre ami Sylvain, assez rapidement dans ses mésaventures, il tombe sur une bande de monstres, en gros. Puis, puis visuellement, qui ont l'air tout droit sortis des illustrations, des gravures médiévales qu'on voit à l'occasion, qui sont supposées représenter ce que des voyageurs ont vu en Asie ou en, je ne sais pas si c'est supposé venir d'Amérique, je ne me rappelle pas, mais on voit assez souvent des gens d'illustration du 14e, 15e siècle, puis les gens jurent qu'ils ont vu ces gens-là. Là. Pour vrai, là, les voyageurs rapportent qu'ils ont clairement vu ça. Puis j'en ai lu une couple de ces contes rendus là, puis je croyais, en lisant ça, voir immédiatement des signes qu'il était malhonnête et fraudeur. Puis c'est pas l'impression que j'ai eue. J'ai vraiment... Tu sais, quand tu lis ça, t'as vraiment l'impression que ces voyageurs médiévaux-là... Puis je me demande s'il n'y a pas même carrément des échos, ce genre de témoignages-là dans l'Antiquité, là. Certainement au Moyen-Âge, il y en a. Ben, on a vraiment l'impression que ces gens-là ont cru qu'ils avaient vu ces créatures-là. Genre les habitants qui croyaient être des humains, mais dont, c'est ça, qui n'ont pas de tête, mais dont le visage est au milieu du ventre, par exemple. Ce genre de créature-là. Puis il y a un des mutants dans le film qui est carrément comme ça. Puis je suis pas mal certain que c'est là qu'ils ont pris les idées. Parce que ça a vraiment l'air de ça. Puis ça marche hyper bien. Ça confère le côté surréaliste, ça le marque encore plus, là, si on veut. Puis, mais ce qui est intéressant avec ces créatures-là, puis ça rentre dans l'idée du film, une des qualités du film qui est la profondeur finalement de la culture qu'on voit, c'est que les mutants, ils ont une culture, puis comme j'ai mentionné en début de vidéo, ils ont pas le même rapport au temps que vous et moi, si vous voulez. Ils ont essentiellement une perception du temps ou une compréhension du temps qui n'est pas linéaire, où les liens de cause à effet ne fonctionnent pas tout à fait de la manière dont nous on l'entend en général, puis où le temps, où le futur et le passé se trouvent à être plus ou moins à la fois inversés et la même chose, avec la fameuse prophétie dont j'ai parlé, etc. Puis ici aussi, le film va pas trop, il en parle pas mal, mais il va pas dans le détail de ce que ça pourrait impliquer. Il laisse ça un peu vague, puis il y a pas mal d'autres bonnes idées dans le film de ce genre-là, et elles sont toutes plus ou moins traitées comme ça. Ben, le truc de matriarcat, ça tomberait dans cette catégorie-là. Puis je pense que c'est une force du film, en fait. Parce que, tu sais, j'ai lu tantôt un petit article sur Wikipédia sur Monsieur Jean-Pierre Andrevon, donc l'auteur du roman. Puis je ne le connaissais pas, j'ai pas lu ses bouquins, j'ai même pas reconnu son nom, en fait. Mais, comme je disais, il a publié plusieurs dizaines de bouquins, puis de science-fiction en général. Puis je serais hyper curieux d'en lire. J'ai le ferme propos de m'en taper au moins une coupe. Mais, lui, apparemment, dans les bouts d'entrevue que j'ai vus sur Wikipédia, se considérait comme une sorte d'anarcho-environnementaliste et il disait quelque chose du style il est impossible de ne pas avoir d'idéologie dans un récit. Il y a toujours de l'idéologie, qu'on le veuille ou pas. Et il semblait dire, du coup, que il fallait en prendre acte et ça voulait donc dire plus ou moins remplir nos propres écrits de discours idéologiques. Puis c'est pas beaucoup plus subtil que ça. Puis les extraits de texte, j'ai lu une couple de paragraphes extraits d'une couple de ses romans. Puis honnêtement, c'est un peu lourd. OK, c'est bon. Puis je le mentionne pour dire que
Il y a beaucoup de bonnes idées, mais je suis pas mal certain que tu sais, les, i- ces idées marchent mieux en dessin animé que comme roman. Parce que il y a quelque chose, c'est ça, il y a quelque chose dans le dessin animé à cause de la nature que c'est. Même s'il y a des dessins animés qui sont. Il y a beaucoup de dessins animés, y compris Monsieur Leloup, qui sont de grandes, grandes, grandes œuvres d'art à tous les niveaux possibles et imaginables. Mais il y a toujours quand même un petit quelque chose d'infantile dans le bon sens. C'est toujours quelque chose de fondamentalement merveilleux dans un film d'animation. Peut-être pas Pink Floyd The Wall, vous me direz, là. Mais il y a quelque chose qui désarme notre esprit critique parce qu'une partie du film d'animation à cause de la nature de ce que c'est, fait directement appel à notre capacité d'émerveillement infantile. Voyez-vous? Puis ça, c'est très cool parce que cette capacité-là, c'est en bonne partie aussi la capacité qui nous permet de taper dans notre capacité d'appréciation de la poésie, essentiellement, du sentiment poétique, ok? De prendre les messages de l'inconscient, ok? Puis comme sans les juger, puis en étant, en participant pleinement à la fois à la terreur parfois qu'ils peuvent évoquer, mais justement aussi à l'émerveillement, puis au contenu de messages, de rêves implicites qui est tout le temps plus ou moins là dans ce genre de rêve ou de... Peu importe, tu sais, une œuvre d'art, bon, peu importe, tu sais, qui est capable de voir une image, de s'en émerveiller, puis de percevoir une forme de sens, essentiellement, d'en percevoir la profondeur et la portée euh, sans connaître le fin fond du dernier, tu sais, sans réfléchir longuement, avec une longue réflexion dialectico, mocheton, philosophico, truc muche, compliqué, avec des... C'est ça, c'est pas rationnel. C'est fantaisiste. Okay? Le dessin animé se prête particulièrement à ça. Okay? Puis, ça fait que le truc, c'est ça, c'est que les idées du film, puis ça va être ça en gros ma réflexion rapide, c'est que les idées du film répondent clairement à une intuition profonde, profonde, profonde que beaucoup, beaucoup de monde ressent. Puis une intuition qui a rapport au problème entre la technologie d'une part, puis donc la modernité qui est directement liée avec la technologie d'une part, puis d'autre part à la question de l'individualité. Puis la question de l'individualité, il y a deux problèmes à l'époque moderne okay, qui sont en lien avec ça. Puis il y en a un qui est directement lien justement avec qui est directement lié avec la question de la technologie. Là, comment est-ce que la technologie nous déshumanise, en gros. Okay? Mais il y a aussi un autre aspect de la question de l'individualité qui est les problèmes, par exemple, liés au totalitarisme, là, qui sont aussi très proches des questions de technologie, okay, à cause de le lien entre l'industrialisation et les systèmes totalitaires, mais aussi ce qu'on appelle la démocratie. Okay? Parce que capitalisme et démocratie, c'est plus ou moins synonyme en même temps. Puis ça veut donc dire que l'industrialisation est à peu près indissociable à beaucoup de points de vue de ce qu'on imagine comme étant la démocratie, qui en réalité est le principal mode d'expression du capitalisme dans lequel on vit. Bon, là, je suis en train de faire une analyse, mais c'est pour dire que ces trucs-là, ça, c'est une manière de le présenter, ce que je viens de dire là, c'est une piste de réflexion, mais l'enjeu, c'est qu'on sent bien qu'il y a un lien entre tous ces trucs-là, entre ça, la technologie, la déshumanisation, le sentiment qu'on est en train de perdre quelque chose, le sentiment en même temps qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans, puis aussi le sentiment qu'il y a une foule, c'est ça le lien avec le totalitarisme, c'est qu'il y a il y a un vaste mouvement, il y a une vaste culture, il y a une vaste société, il y a un mouvement politique, souvent dans le totalitarisme, mais il y a aussi juste dans la démocratie, le capitalisme, etc., cette idée de, ouais, ok, bon, la compagnie pour laquelle je travaille, puis on est 50 000 employés, puis on nous traite comme des numéros. C'est le grand, grand, grand classique. Bon, fait que c'est ça, la notion de perdre notre sentiment d'être un individu, ok? Euh, cette angoisse-là de perdre notre individualité,
Il est très exacerbé, non seulement par le côté technologique de la modernité, mais par aussi ce sentiment de masse de la société, même démocratique. Là. Puis il faut ajouter à ça que quand on y pense, OK, c'est un peu ça l'esprit de mon propos, ben, c'est pas si différent que ça, tu sais, se perdre dans la masse de. Et quelle est la différence, en gros, entre, OK, je travaille pour une compagnie, puis on est 50 000 employés, puis on nous traite comme des numéros, entre ça, puis je fais partie d'une religion, OK, par exemple. OK. Puis le lien entre les... Tu sais, puis il y a une différence entre les deux, mais une religion ou n'importe quelle, encore une fois, même pas seulement mouvement social, mais n'importe quelle société où il y a un cadre, OK? Il y a une structure culturelle, puis tu sais, comme il y a une série de croyances et de coutumes, puis d'institutions, etc. OK? Donc, il y a un récit collectif auquel tout le monde participe, puis qui m'assigne une place, OK? Puis ouais, je la choisis plus ou moins, peut-être, mais à quel point je la choisis? Voyez-vous ce que je veux dire? OK, donc, l'idée ici est que c'est pas si évident que ça. C'est loin d'être aussi évident que ça tu sais, de déterminer, même de comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement être un individu. C'est très souvent dans les milieux américains, anglo-saxons, la manière qu'ils en parlent, ça revient très souvent à l'individualisme, finalement. T'sais. Il faut pas payer trop cher d'impôts pour les programmes sociaux parce que ça brime mes droits individuels. C'est un classique, ça, OK, essentiellement. Je ne veux pas payer d'impôts parce que je ne veux pas payer pour les pauvres. Bon, ben c'est plutôt de l'individualisme. OK, à mon avis. Mais c'est ça, l'idée ici est que, qu'est-ce qui dit que c'est moi qui ai raison, puis que c'est eux qui ont tort, puis que c'est vraiment ça qu'ils veulent dire, puis à quel point est-ce que c'est pas peut-être une forme maladroite de tenter d'exprimer leur individualité. OK? Bon, toutes ces questions-là, ce sont des préoccupations là, troublantes et majeures de la modernité. Puis c'est ça le propos du film, finalement, de M. Laloux. Puis ça marche très, très fort. Puis comme je disais, il y a un... Et ça marche bien, entre autres, parce que c'est pas un long discours politique, où ça cherche pas à avoir une structure intellectuelle plus rigoureuse, qui est ce que je pense que l'auteur du livre à l'origine essaie de faire, puis je pense qu'il y parvient pas. Grosso modo, c'est ça, parce que c'est difficile, ça prend... Tu sais, c'est un long... C'est ça, c'est pas facile, OK? Puis le paradoxe ici, puis je vais finir là-dessus, mais c'est pour dire que c'est ça toutes les pistes, puis ça va m'amener à... je vais vous dire qu'est-ce que je voulais dire par l'étrange incident spatio-temporel. Mais pas sûr, je vais dire. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié de dire sur le film? Ouais. Donc, c'est ça. OK. Sur la chaîne ici, je parle régulièrement bon, d'une part d'idéologie, parce que c'est une préoccupation que j'ai qui me préoccupe beaucoup, donc, préoccupation qui me préoccupe. Puis pourquoi ça me préoccupe? Parce que l'idéologie, c'est le grand mécanisme de la modernité qui fait qu'on pense qu'on est un individu, puis on ne l'est pas. Okay? C'est le piège. Puis par ailleurs, je parle très souvent sur la chaîne ici de Carl Jung puis du processus d'individuation. Et puis, il y a un lien direct entre les deux, en vérité, parce que le processus d'individuation, puis il y a d'autres manières d'en parler que celle de Jung. Là, j'utilise souvent Jung parce que c'est juste un bon langage pour en parler. Il a écrit beaucoup là-dessus, puis il y a des... Bon, bref, c'est pratique, si on veut, puis moi, je trouve ça intéressant.
On n'est pas obligé de tout croire et d'adhérer à tout, là, mais il y a un bon langage pour en parler. Ça fait que, bon, entre autres, Carl Jung parle du processus d'individuation, puis le processus d'individuation, c'est le processus, le long travail psychique, qui ressemble beaucoup à de l'alchimie, en gros, qui fait qu'en plongeant à l'intérieur de nous-mêmes, on en vient à se libérer du carcan idéologique et ou culturel. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus en relation avec certainement la culture, ni même qu'on trouve qu'elle n'est pas importante, mais ça veut juste dire qu'on n'est plus dominé et déterminé par elle. Ça veut dire qu'on finit par découvrir qui est-ce qu'on est réellement comme individu, précisément. Puis j'ai l'impression, moi, que c'est exactement ça que M. Laloux essaie d'exprimer dans tous ses films, certainement les 3 longs métrages dont j'ai parlé. Mais le méga paradoxe, c'est que dans le processus jungien, puis encore une fois, moi, je veux dire, je fais ce travail-là pour moi de mon côté, là, je veux dire, je le fais. Ça fait que, à date, ce que je dis là, ça correspond à mon expérience à moi. Je vais vous dire ça comme ça. Vous le ferez vous-même de votre côté, vous m'en reparlerez, là, mais ça correspond, je confirme de mon côté que c'est exactement ça, ou c'est ça. C'est une bonne manière de décrire le type de parcours dont M. Jung parle. Ben, c'est ça, le processus de rentrer dans ta psyché a pour effet de te faire entrer en contact avec ce que lui appelle l'inconscient collectif, n'est-ce pas? Puis, ce que lui veut dire par là, puis ce que moi je pense que c'est un sujet pour un autre jour, parce que ça nous mènerait vraiment, vraiment, vraiment trop loin. Mais inconscient collectif, on a à peu près une idée de qu'est-ce que ça veut dire pour la conversation d'aujourd'hui. Donc il y a les archétypes, il y a des genres de symboles universels que tout le monde connaît, comprend, puis il y a un certain nombre, donc dans cette idée-là, de trucs au niveau de la conscience qu'on partage tous. Donc, on n'en est pas forcément conscient, là, c'est pas forcément au-dessus du niveau de... Tu sais, c'est pas forcément dans nos pensées de tous les jours, mais il y a une partie de nous qui en est conscient. Il y a une partie de nous qui sent un certain nombre de trucs. Bon, par exemple, le psychique. Et pourquoi est-ce que je fais toute cette parenthèse-là? Parce que c'est ça, le paradoxe dans le phénomène d'individuation, c'est que tu deviens un individu quand tu fusionnes plus ou moins avec l'inconscient collectif. C'est pas une bonne manière de le décrire, là, mais pour garder ça court aujourd'hui, on va l'exprimer comme ça. Okay? Certainement, il faut que tu rentres directement en contact avec, puis tu te rendes compte, tu constates par toi-même qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y en a juste pas, okay? entre l'inconscient individuel et l'inconscient collectif. Là, okay? Encore une fois, il y a des nuances puis des détails, ça dépend à quel niveau qu'on regarde. Là, c'est encore une fois d'autres conversations pour d'autres jours. Mais fondamentalement, c'est ça. Okay? Puis il y a un artiste comme David Lynch, par exemple, ben, quand il va chercher, quand il décrit son processus créatif, okay, il décrit ça comme étant l'équivalent d'aller à la pêche, puis plus il tombe, plus il est dans un état profond de méditation, essentiellement, plus il peut attraper des gros poissons qui sont dans les profondeurs. C'est carrément comme ça que David Lynch décrit son processus créatif, entre autres dans Big Fish ou Catching the Big Fish, là, qui est son bouquin sur le processus créatif, qui est excellent, un tout petit livre, ça se lit très vite. Bref, en entrevue, il l'a dit aussi. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? Parce que c'est exactement ça qu'il est en train de décrire, là, avec un langage de David Lynch. Bon, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puis il est ultra... Bon, il est décédé, hélas, mais c'est ça. David Lynch était bon, entre autres, parce qu'il était entièrement lui-même. Il n'y a personne sur Terre qui est proche de David Lynch. Puis si tu essaies de copier David Lynch, tu cesses immédiatement d'être capable de faire ce que lui fait. Parce que la condition pour être David Lynch, c'est d'être David Lynch. C'est d'accepter pleinement de n'être que David Lynch. Puis le paradoxe de ça, encore une fois, c'est que cela n'est possible que quand on abandonne la croyance désespérée qu'on est un individu isolé, puis, tu sais, donc le faux moi, essentiellement, que le faux moi auquel on accorde autant d'importance dans la vie de tous les jours,
ce qu'on appelle parfois l'ego, mais à tort, encore une fois, ce sujet pour un autre jour. Bref, que c'est ça, que ton ego est la totalité de qui est-ce que tu es, alors que ce n'est que la pointe de l'iceberg, essentiellement. Puis quand tu fais ça, tu te rends compte que tu baignes dans l'inconscient collectif, puis là, tu es en relation avec, puis là, tu peux créer des œuvres d'art comme David Lynch. Ou des œuvres d'art comme René Laloux. Parce que c'est exactement ça qu'on a. Okay? Puis pourquoi est-ce que il nous sort tout le temps des récits sur l'individualisme, okay? Sur l'individualité, puis sur la technologie, par exemple, ici? Ben, c'est probablement, d'une part, parce que lui, en tant qu'individu, ça vient le chercher, okay? Parce que ça résonne, okay? C'est hyper important pour lui en tant qu'individu, mais c'est aussi parce qu'il trouve ça dans l'inconscient collectif. Voyez-vous ce que je veux dire? Fait que ça veut dire que toute la relation entre l'individu puis la collectivité, puis de notre manière de le voir comme étant une opposition l'un avec l'autre, ben, il y a une manière où est-ce que c'est opposé, mais il y a une manière où est-ce que c'est pas du tout opposé. Il y a une manière où est-ce que le voir comme une opposition est le problème. Mais il y a aussi une manière où est-ce que l'individu qui se fond dans la collectivité est absolument problématique et pathologique. C'est le problème, entre autres, du totalitarisme, mais c'est aussi absolument le problème de votre bureau avec les 50 000 employés, mais de toute la modernité, même démocratique, essentiellement. Fait que c'est ça. Puis je finis là-dessus en disant que, rapidement, écoutez, tu sais, Martin Heidegger, okay? Grand philosophe moi, qui me fascine énormément. Ben, Martin Heidegger, sa principale préoccupation, c'est la perte de la capacité, le fait que l'être humain ne se pose pas la question sur pourquoi il est sur Terre essentiellement. Mais ça va beaucoup plus, c'est beaucoup plus profond que ça. En gros. On passe il y a un mystère au cœur de l'existence, puis ce mystère-là, c'est l'existence elle-même. Puis, comme il explique par exemple dans la fameuse préface de Être étant, n'est-ce pas? Ben, qu'est-ce que ça veut dire être? Ben, tout le monde le sait à peu près. Tout le monde le sait à peu près. Okay? Puis ça veut dire quelque chose qu'on le sait à peu près. Okay? Mais puis c'est important. Okay? Il faut en prendre acte. Mais il y a aussi une partie qui est, on ne le sait pas, qu'est-ce que ça veut dire. On le sait à peu près, puis pour nos besoins de tous les jours, okay, simplement suffisant. Mais entre le savoir à peu près, puis le savoir vraiment, même si c'est possible de le savoir vraiment, ben, il y a une énorme marge, finalement, puis il y a beaucoup de phénomènes hyper importants, puis de questions hyper importantes qu'on découvre, qu'on observe, qu'on voit, qu'on remarque. Quand on commence à se poser cette question-là, de OK, être, ça veut dire quoi exactement au juste? Okay? Puis pas comme une abstraction mentale, mais comme une expérience, là, finalement. C'est très, très proche, par exemple, de certaines des préoccupations des bouddhistes. Là. Okay? Bon, pourquoi est-ce que je mentionne tout ça? Parce que c'est brillant. Okay? Ça touche à une préoccupation là, majeure, puis qui, à mon avis, est exactement le même genre de préoccupation, si ça se trouve carrément la même que celle qui est exprimée dans le film de M. Laloux, puis que je retrouve, par exemple, chez Ballard, l'écrivain britannique, qui est brillant. OK, bon, dans Crash, là, je suis en train de lire un article, je prépare une autre vidéo sur Crash. Bon, fait que c'est ça, c'est le même genre de préoccupation entre la relation avec la technologie puis la perte de quelque chose, okay, dans notre humanité, la perte de quelque chose de fondamental, puis qu'on perd à cause de quelque chose qui a rapport avec la technologie, puis notre relation avec la technologie. Okay? Bon. Fait que ça, c'est en quelque part exactement ce que le film de Laloux exprime, le Gandhar exprime avec les robots, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de cerveau, mais ils sont gouvernés par un gros cerveau mutant, là, je vous vends un peu le truc, même il y a des nuances dans le film, ça vaut la peine de l'écouter pareil. Ça dit déjà un détail en fait, mais c'est ça, tout ça c'est hyper significatif dans la logique du rêve, la logique de la poésie, ce que Laloux exprime, c'est crucial. Okay, ça exprime vraiment quelque chose de fondamental. Puis c'est la même préoccupation que celle de Ballard dont je parlais, ou celle de Heidegger, à mon avis. C'est certainement la mienne. Je veux dire, pourquoi est-ce que moi je résonne avec ces œuvres-là?
pour cette raison-là. OK? Puis pourquoi est-ce qu'il y a autant de Cyberman dans les Doctor Who, puis les Daleks, puis tout ça? Qu'est-ce que c'est, ces créatures-là? Tu sais, c'est rempli, là, ça revient tout le temps, la perte d'humanité avec les machines, etc. Puis aussi la perte d'individualité dans les mouvements totalitaires, 1984, Zamiatine, tu sais, même le meilleur des mondes, là, etc. Bon, vous voyez le genre. Fait que, pourquoi est-ce que je vous parle de Heidegger? Parce qu'il a été nazi, Heidegger. C'est bien connu, puis on lui a beaucoup reproché de ne pas s'être excusé, puis de ne pas s'être expliqué. Puis quand vous regardez vraiment, c'est plutôt qu'il s'est expliqué, mais les gens n'ont pas aimé son explication. Ce que les gens auraient voulu, c'est qu'ils dénoncent, ils disent... bon, il aurait aimé qu'il soit plus virulent dans sa dénonciation, puis qu'il dise qu'il avait eu tort. Puis c'est évident qu'il a eu tort. Là, okay? Puis en privé, il le disait. Okay? Mais il a dit au moins une fois, c'est dans un bouquin de Frédéric de Tavernicky, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans les commentaires, vous me le demanderez. Mais pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que je suis en train de, je suis en train de relire, je ne l'ai pas fini, là, puis là ça va être à peu près la fin de ma vidéo, mais je suis en train de relire ici la question de la technologie de Heidegger. La question sur la technologie. Puis pourquoi est-ce que je suis en train de le relire? Parce que, déjà, d'une part, c'est le texte qui explique fondamentalement, qui essaie d'expliquer quelle est exactement la nature du problème dans notre relation avec la technologie. Qu'est-ce qu'il y a dans la technologie qui fait que c'est aussi problématique, que ça soulève le problème dont on a l'expression poétique dans un film comme Gandhar, n'est-ce pas? Fait que, bon, je suis en train de lire, je ne l'ai pas fini, je vous en reparlerai, là, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai recommencé à lire cet article-là en particulier? Bien, d'une part, parce que je lisais un article de Baudrillard sur Crash, puis parce qu'il y avait un lien, là, mais d'autre part, parce que la fois où est-ce que Heidegger s'est expliqué vraiment sur pourquoi est-ce qu'il avait cru que le nazisme était une bonne idée, n'est-ce pas? Bon, puis il y a des gens, il y a des gens qui disent, les cahiers noirs prouvent qu'il est antisémite ou pas. Je les ai lus, moi, les cahiers noirs, au moins le premier, là, c'est de la paresse intellectuelle. Même si Zizek lui-même l'a fait, il est loin d'être au-dessus de ça. La paresse intellectuelle, c'est pas une explication suffisante. Okay. Ça explique pas que... bref, sujet pour un autre jour, là, c'est juste pas ça le cœur du truc. C'est pas l'antisémitisme qui a motivé le nazisme de Heidegger. Okay. Si on se fait à ce qu'il dit, puis je pense qu'on doit le faire ici, moi c'est ce que je souhaite. Bref, dans son entrevue au Spiegel, dans les années 60, Heidegger, quand on lui demande « Oui, mais pourquoi le nazisme, monsieur Heidegger? » Okay? Il a tort, là. Okay? Mais pourquoi vous avez choisi d'adhérer à ce mouvement politique-là, en 1930? 34, là. Ben, puis sa réponse, c'est « Je croyais que c'était la solution à un problème qui a rapport avec la question de la technologie, essentiellement. Je n'ai pas sa citation exacte, là, mais c'est ça en gros qui répond. Okay? Heidegger a cru que le nazisme était la solution à la question de la technologie. Okay? Donc, essentiellement, il percevait un problème qui est lié avec la modernité, okay? Un problème dont on a l'expression, un type d'expression dans Gandhar, essentiellement, puis dans un paquet d'innombrables autres films de science-fiction, autant de l'Occident que de l'URSS, que Jules Verne, les 500 millions de la Bégomme, là, il y a absolument de ça, un excellent bouquin d'ailleurs. Là. Bon, bref. Fait que lui s'est dit, OK, il a vu les nazis, puis c'est Adolf Hitler, puis tout ça, puis il s'est dit, ah, voilà la solution à la question de la technologie. Bon, mais qu'est-ce qu'il veut dire déjà exactement par la question de la technologie? Encore une fois, on lira l'article, mais on en reparlera. Mais pourquoi est-ce que j'en parle ici? Parce que clairement, il y a eu tort. Okay. Mais quelle est la nature de son erreur? Ben, la nature de son erreur, c'est qu'il n'a pas compris ou il a choisi d'ignorer, okay, tous les indices qui étaient assez faciles à voir dans les activités et le discours des nazis, okay,
tous les indices qui permettaient de montrer que c'était des barbares et des imbéciles, grosso modo. Ce que c'était, en gros. Puis il aurait dû être capable de le percevoir, ça. OK. Puis je pense que les indications qu'il y a, puis encore une fois basées sur les cahiers noirs, où est-ce qu'il en parle, ben, il voyait que c'était des imbéciles, mais il pensait quand même qu'il y avait quelque chose de valide là-dedans. OK? Puis, soit vous croyez, comme, encore une fois, mettons des gens comme Zizek, qui ont une opinion qui est répandue assez souvent, soit vous croyez que ça prouve qu'il était antisémite, puis c'était ça le problème, puis que c'était ça le problème auquel il tentait de répondre, puis ce qui implique de faire complètement fi de tout ce qu'il dit, OK, puis de tout ce qu'il essaie d'exprimer, OK, de faire abstraction de ce que Heidegger dit pour projeter sur lui ce qu'on veut qu'il ait voulu dire, OK, en fonction à notre version mythologisée avec le recul de ces années-là en Allemagne, OK. Ben, soit ça, soit vous dites, bon, OK, il a voulu croire que le nazisme était une réponse à la question de la technologie, et donc à la perte du sentiment, à la perte potentielle d'individualité, ce genre de questions-là, à une perte de sensation de quelque chose de fondamental et d'important dans la relation de l'humain avec l'existence elle-même, grosso modo. Okay. Puis il s'est dit, ben clairement, un mouvement totalitaire est la bonne solution. Ben, il a fait ça parce qu'il y avait un truc, il y avait une grille idéologique. C'est ça mon hypothèse à moi, c'est ce que moi je pense qui est arrivé. Il y avait des croyances, puis il se rendait pas compte qu'il y avait ces croyances-là, puis ça a filtré son interprétation. Puis puis ça a fait qu'il y a commis une erreur là, catastrophique. Là. Il n'y a pas de plus grande erreur en philosophie que Heidegger qui décide de virer nazi. Là. Il n'y en a pas. C'est la plus grande erreur de l'histoire de la philosophie, essentiellement. OK? Puis c'est un gars brillant, OK? Puis c'est un gars qui a plutôt l'air, généralement, d'avoir plutôt un bon cœur, là. C'est un gars un peu coincé, un Allemand de sa génération, là. C'est ça, mais quand même, il a plutôt l'air d'un chic type, là. Bon, plusieurs points de vue, mais c'est ça, ça l'a pas empêché de commettre cette erreur-là. Puis l'idée ici est que c'est pas parce que tu es un philosophe brillant et que tu es hypersensible à la grande poésie, puis que tu passes tout ton temps à te contempler, à essayer de contempler la nature de l'existence elle-même. Puis c'est pas parce que tu es lui ou le Dalai Lama ou n'importe qui, un grand poète, un grand philosophe, que tu n'es pas susceptible, même en croyant être un individu, que tu n'es pas susceptible d'être quand même prisonnier du récit collectif dont tu tentes de sortir. Voyez-vous? Okay. Puis ça, c'est la question de l'idéologie. Okay. Puis ça, c'est la question à laquelle moi, j'essaie de répondre, parce que moi aussi, je suis préoccupé par les questions de la technologie, toutes ces affaires-là. Puis parce que c'est ça, si on veut s'en sortir collectivement, il faut d'une part être sensible à l'intuition, qui est l'intuition de René Laloux dans le film, il y a quelque chose de profond qu'on sent tous, qui a un problème, il faut qu'il y ait une solution. Si le message nous est envoyé, c'est forcément parce qu'il y a une solution, en quelque part. C'est une tentative par notre conscience collective elle-même d'essayer de nous alerter au fait qu'il y a un problème et de trouver la solution. Une solution probablement qu'on ne peut trouver que collectivement. Okay. Mais qu'est-ce qui nous empêche, autant individuellement que collectivement, de trouver des solutions? C'est qu'on est prisonnier des histoires qu'on se raconte. On est prisonnier des histoires inconscientes. On est prisonnier de l'idéologie, c'est ça, qui fait qu'un Heidegger commet une bourde aussi apocalyptique, là, aussi horrible, là, aussi pas loin d'impardonnable. Bon, c'est ça. Mais lui, puis tout le monde, c'est ça, là. Quelles sont les erreurs, les crimes auxquels on participe à la vie, dans la vie quotidienne, dont on ne se rend pas compte, OK? Parce qu'on participe à l'histoire sans se poser de questions, parce qu'on croit être un individu sans en être un, voyez-vous. Ça fait que c'est ça, la question fondamentale. Puis je finis avec ma conclusion, là, ma coïncidence dont je parlais. Puis le temps et l'espace dans le film de Gandhar.
Ben, hier, j'ai enregistré une autre vidéo que j'avais prévu mettre en ligne aujourd'hui. Puis ma vidéo, c'est sur le mystère Andromède, là, Andromeda Strain, qui est un de mes films préférés, un de mes 300 films préférés, mais il est très, tu sais, j'adore ce film-là, c'est vraiment complètement génial. De 72, là, de Robert Wise. Et donc, il y a un virus de l'espace qui arrive sur Terre et il risque de détruire toute la vie sur Terre. Et il y a un groupe de savants qui est travaillé dans un centre de recherche, dans un bunker au fond de la Terre. Ils doivent essayer de trouver la solution, sinon c'est la fin de l'humanité. Mais il arrive un truc encore pire. Voilà, à peu près ça. Bon, il y a un revirement vraiment cool. Fait que, puis tout est génial dans ce film-là. Puis, mais c'est un film qui soulève aussi des questions assez fondamentales au niveau des croyances, puis ultimement du mécanisme qui rend l'idéologie aussi redoutablement efficace, là, un piège dans lequel on tombe aussi facilement. Puis parce que c'est basé sur un roman de Michael Crichton, puis parce que dans ma vidéo, donc le temps et l'espace, vous voyez ici, parce que j'avais fait il y a quelques mois une vidéo sur Runaway de Michael Crichton, euh, puis j'avais promis dans cette vidéo-là que je ferais éventuellement une vidéo en gros sur pourquoi est-ce qu'on tombe aussi facilement dans l'idéologie, dans les pièges idéologiques, puis comment est-ce qu'on est aussi facile à manipuler, puis c'était entre autres dans l'idée de, OK, Elon Musk arrive sur la place publique, puis il nous promet qu'il va aller sur Mars, puis on le croit, puis on lui donne 100 millions de dollars. Bon, on fait juste le croire. Puis on nous parle d'intelligence artificielle avec les LLM, puis on fait ah, c'est sûrement vrai. Ben ça est de la manipulation, ça. Bon. Fait que pourquoi est-ce qu'on tombe aussi facilement dans ce genre de piège-là? C'était la réflexion que je m'étais promise de faire, puis éventuellement, hier, je me suis dit, OK, je vais faire ma vidéo sur Michael Crichton, puis l'idéologie, puis tout ça, puis ça faisait longtemps que je voulais parler du film, mais quand j'ai fini de faire ma vidéo, elle durait 2h30. 2h30! Je me suis dit, ouais, même pour moi, c'est un peu long. Fait que je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire le montage, mais j'en ai pour au moins une journée, là, faire ça, le montage. Fait que je me suis dit, en attendant, je vais faire une vidéo. Puis ça la donne, tu sais, sur quoi? J'ai regardé dans mes notes, là, mes nombreuses fiches, là, j'en ai pas mal, là, tu sais. Fait que, OK, de quel film je pourrais parler, un tel ou un tel? Ah, c'est vrai, j'ai parlé de Gandahar. J'ai regardé Gandahar avant hier. C'est une coïncidence totale. C'est parce que mon ami, monsieur, c'est ça, comment est-ce que, Zoblo, excuse-moi, cher Zidolorf, c'est ça, il m'a mentionné ça, puis c'est parce qu'il était à 11h le soir, puis je savais pas quoi écouter, puis il m'a dit, écoute ça, puis qu'est-ce que j'ai constaté? Coïncidence. Puis aujourd'hui, j'avais besoin d'une vidéo rapide, OK? Parce que mon autre est trop longue, parce que ma vidéo est... Bon, mais de quoi est-ce que je parle aujourd'hui? Je parle d'un film qui est la parfaite entrée en matière pour cette question-là de l'idéologie. Puis si vous regardez l'autre, ce que je vous invite à faire, là, vous me ferez certainement un grand... Bref, si ça vous tente, vous l'écouterez, mais c'est ça, ben, la première moitié, la première heure, je parle du film, puis une heure et demie qui reste, je vais essayer de raccourcir ça quand même, là, mais c'est de ça que ça parle en vérité. Puis mais la vidéo d'aujourd'hui, en regardant mes notes, puis en compilant mes trucs, puis en y réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que c'était exactement la même thématique, mais du point de vue plus poétique, finalement. C'est ça. Puis c'est un film, Gandahar, qui nous illustre une culture, OK, où il n'y a pas de lien entre le futur, tu sais, où il y a l'illusion entre le passé, puis l'avenir, puis le temps et l'espace, tu sais, c'est une composante. Puis, quand tu travailles avec des trucs de style inconscient collectif, etc., tu as souvent ce genre d'impression-là. Puis, je ne peux pas faire autrement que remarquer que, OK, j'ai pas pu faire la vidéo hier, mais la veille, j'avais écouté le film parce que on me l'a recommandé, parce que je savais pas quoi écouter, puis finalement, 2 jours après, je fais ma vidéo, puis je me rends compte que c'est exactement les mêmes thèmes que l'autre, puis c'est la même expression de l'autre truc, puis, tu sais, fait qu'il y a une harmonie, puis il y a une forme, je veux pas dire logique, parce que logique, c'est ce qui participe à la raison, l'appareil de la raison.
Mais il y a quelque chose, là, tu sais, le fameux, c'est que, tu sais, la synchronicité, là, le lien, tu sais, le terme que Jung emploie souvent, ben, la synchronicité, c'est un lien acausal entre deux phénomènes. Ben, on est en plein là-dedans, en vérité. Tu sais. Puis, même si on a souvent tendance à rejeter ce genre de truc-là, tu sais, puis à trouver que c'est pas sérieux, euh, je pense que, tu sais, moi, je trouve ça beau, puis je trouve ça cool, puis j'ai l'impression que il y a quelque chose qui devrait nous encourager là-dedans, tu sais, parce que précisément, on est tous connectés à des trucs beaucoup plus gros que notre petit ego, essentiellement notre petite personnalité. Puis on fait tous partie de la solution, puis on comprend pas comment le monde existe, ni existe ni fonctionne. On comprend pas réellement comment la causalité de quoi que ce soit fonctionne. On comprend pas réellement ce que c'est que l'être, puis tous ces trucs-là, puis ce que ça peut impliquer du coup, puis ce qui est possible à partir de cette existence, puis la nôtre, puis toutes ces affaires-là, ça fait que la vie est curieuse et étrangement bien faite. Fait que Gandalf parle d'un phénomène spatio-temporel pour sauver le monde, puis voyager à travers le temps, puis finalement, ça donne que ma vidéo a quasiment été créée dans les mêmes circonstances. Ça fait que c'est ça pour Gandalf. C'est super bon, ça vaut la peine de l'écouter. Les images sont super belles, le visuel est malade mental, l'atmosphère est super cool. Puis c'est un bon... Je pense qu'on peut dire que c'est le dernier film de la trilogie là, de René Laloux. Puis c'est un excellent, excellent dernier film de trilogie. Cette trilogie, encore une fois, philosophique et spirituelle. Ça marche vraiment très, très bien. Ça fait que Gandahar, écoutez-les, réécoutez-les, c'est super bon. Ma vidéo sur Andromeda Strange, je prévois la mettre en ligne d'ici quelques jours, dans pas longtemps. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien. La vie est merveilleuse. Soyez la meilleure version de vous-même. Je vous aime, je vous adore. Soyez, voilà, longue et prospère. À la prochaine.